Donc, bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Et je vous présente mon traducteur aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'exercice de cette traduction successive. J'espère que ça va marcher et qu'on va bien fonctionner. Ele me apresentou, meu nome é Matheus e ele espera e eu também que essa dinâmica entre nós vai funcionar bem, certo? Desculpe qualquer coisa desde agora. Alors, je remercie bien sûr Béatrice Furtado, Osmar Gonçalves et Marcelo aussi et toute l'équipe de l'UFC de m'avoir invité à participer à ce colloque. Je me retrouve à pouvoir faire une conférence bien remplie parce qu'il y a eu des absents et donc je vais profiter de l'absence des absents pour pouvoir disposer d'un peu plus de temps que ce que j'avais prévu au départ. Ele quer agradecer primeiramente a equipe toda dos professores da UFC e ele vai poder aproveitar a ausência dos ausentes para poder ter uma fala um pouquinho mais ampla do que era previsto no início. Donc, je vais vous parler, vous le voyez là, d'un artiste italien que peut-être certains d'entre vous connaissent, un artiste expérimental italien, Paolo Gioli. Et le titre que j'ai donné à cette conférence, consacrée à l'œuvre de Paolo Gioli, est « Liberté des outils, liberté des formes, liberté de la pensée ». Eu vou falar hoje de artista experimental italiano chamado Paolo Gioli. E o título da palestra de hoje que ele deu é Liberdade dos ferramentas, Liberdade das formas e Liberdade do pensamento. Je commence par une petite citation que vous devriez avoir dans l'image qui suit, d'un philosophe des médias très connu au Brésil, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Willem Flusser. Vou começar aqui com uma pequena citação de filósofo da fotografia que provavelmente todos aqui conhecem, que é Willem Flusser. C'est dans son livre Pour une philosophie de la photographie, relativement à la fin du livre. Voici la citation, je vais vous la lire. Aqui, essa citação se encontra mais ou menos no final do livro dele e eu vou ler para vocês. La tâche de la philosophie de la photographie est d'interroger les photographes sur la liberté, d'examiner au plus près leurs pratiques en quête de liberté. A tarefa da filosofia da fotografia é de interrogar os fotógrafos sobre a liberdade, de examinar ao mais perto possível as práticas em busca da liberdade. Une telle philosophie de la photographie peut être le point de départ de toute philosophie qui s'occupe de l'existence actuelle et de l'existence à venir de l'homme. Uma tal filosofia da fotografia pode ser o ponto de início de toda filosofia que se preocupa com a existência atual e a existência a vir do homem. Cette philosophie est nécessaire parce qu'elle est la seule forme de révolution qui nous soit encore ouverte. Essa filosofia é necessária porque ela é a única forma de revolução que esteja ainda aberta para nós. C'est une petite citation exergue à mon propos. Ayez-la en tête, elle va couvrir tout ce que j'ai à vous présenter à propos du photographe et cinéaste Paolo Gioli. Guarde na memória essa citação que ela vai cobrir todo o resto do discurso que ele vai ter sobre o Paolo Gioli. Alors, comme mon titre l'indiquait, je vais distinguer 3 niveaux de liberté dans le processus artistique. Je vais vous présenter ces 3 niveaux, d'abord de façon générale, et puis on les mettra à l'œuvre à travers le travail de Gioli. Eu vou distinguir 3 níveis de liberdade no processo artístico. Vou apresentar esses 3 níveis e depois ver através do trabalho do Paolo Gioli. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle la liberté fonctionnelle, c'est-à-dire une liberté dans le rapport aux outils de création. C'est en quelque sorte une libération de la technique visant à une relative autonomie instrumentale. O primeiro nível é uma liberdade funcional e que pode se explicar como uma liberdade na relação entre as ferramentas de criação, uma liberação da técnica para visar a uma relativa autonomia instrumental. Je pense que si Nicole Brenez avait été ici, elle aurait beaucoup parlé de cet aspect
puisque son thème était de travailler sur l'autonomie visuelle. Se a Simone Nicole Brunet estivesse aqui, ela provavelmente teria explorado muito esse assunto que era parte dela. Et je veux aussi beaucoup vous en parler, vous allez le voir, parce que Joly est quelqu'un qui fait des choses très intéressantes de ce point de vue-là. Cette autonomie de l'instrument. Vou também falar muito sobre isso, que o Joly usa muito essa autonomia do instrumento, do ferramenta. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle une liberté formelle, c'est-à-dire une liberté dans le rapport au code et aux normes instituées de la supposée bonne forme de l'art. C'est-à-dire une relative libération, non pas de la technique, mais une libération des formes, pour engager la voix vers une autonomie esthétique, cette fois-ci, et plus une autonomie instrumentale. Segunda parte, uma liberdade formal. Isso pode se explicar como uma liberdade na relação entre esse código e normas instituídas na suposta boa forma da arte. Uma relativa liberação das formas, para engajar a via para uma autonomia estética. Et non une autonomie instrumentale. Le troisième niveau, c'est une liberté, cette fois de penser, et donc aussi de désir, on va le voir, revendiquée dans le geste même de l'invention artistique, et qui se détermine par des enjeux complexes et des problématiques vitales qui engagent la vie, correspondant à une autonomie éthique. Terceiro nível é uma liberdade de pensamento e de desejo, que é reivindicada no movimento, mesmo da invenção artística, que se determina pelos objetivos complexos e problemáticos vitais da vida, então, correspondente à uma autonomia ética. Ces trois niveaux, ces trois formes de liberté, en fait, bien sûr, elles n'en font qu'une, elles sont toujours associées, elles s'impliquent les unes les autres, mais je pense utile de les distinguer de façon un petit peu pédagogique. Essas três formas de liberdade, na verdade, só formam uma e ela se imbrica, mas ele acha, de uma forma mais pedagógica, interessante separá-las. La liberté face aux outils de la création, c'est une idée déjà bien ancienne. Elle a été souvent évoquée. Par exemple, elle est au cœur de la pensée de quelqu'un comme Wilhelm Flusser, que j'ai déjà cité, mais elle est aussi présente avec force avant lui dans toutes sortes d'autres théoriciens, chez toutes sortes d'autres théoriciens. A liberdade em frente às ferramentas da criação é uma ideia já antiga, frequentemente evocada. Por exemplo, ela está no coração do pensamento de alguém como Wilhelm Flusser, que ele já citou. Mas ela é também presente com força na teoria de outros filósofos. Par exemple, elle est présente dans la théorie critique de Walter Benjamin et de Theodor Adorno. Elle est présente dans l'analyse des appareils idéologiques d'État de Louis Althusser ou dans celle des machines désirantes de Deleuze-Guattari. Elle est présente dans la réflexion sur l'histoire des formes et des forces dans les sociétés disciplinaires de Michel Foucault ou de Giorgio Agamben. Elle est présente dans l'étude des rapports entre technique et idéologie chez Jean-Louis Comolli ou dans la philosophie des appareils de Jean-Louis Dehotte. Então, ela está presente na teoria crítica de Walter Benjamin e de Theodor Adorno, na análise dos aparelhos ideológicos do Estado de Louis Althusser, ou nas teorias da máquina desejante do Deleuze-Guattari, na reflexão na história das formas e das forças da sociedade disciplinar do Michel Foucault, ou de Giorgio Agamben, no estudo das relações entre técnica e ideologia do Jean-Louis Comolli, ou ela também está presente na filosofia dos aparelhos de Jean-Louis Dehotte. Tous ces philosophes ont eu une pensée critique très articulée sur les liens entre technique et pensée. Todos esses filósofos tiveram pensamento crítico muito articulado entre os vínculos entre técnica e pensamento. C'est le titre, vous le savez, d'un célèbre article de Heidegger, La pensée et la technique. É o título de famoso artigo do Heidegger, o pensamento e a técnica. C'est-à-dire que c'est une pensée critique sur le finalisme instrumental. Então, é pensamento crítico sobre o finalismo instrumental.
Je ne veux pas ici entrer dans les détails de toutes ces philosophies qui sont souvent assez complexes, dans tous ces discours critiques, mais je veux simplement dégager la posture globale qui rend indissociable l'idée d'une liberté des outils, d'une liberté des formes et d'une liberté des pensées. Ele não quer aqui entrar no detalhe de todas as filosofias e essas teorias, mas quer tirar dessas várias teorias uma ideia global. Que torna indissociável a ideia de uma liberdade dos ferramentas, da liberdade das formas e da liberdade de pensamentos. La posture globale de tous ces discours, c'est de présupposer que les instruments techniques sont prédéterminés esthétiquement et idéologiquement. Isso é feito de pensamento que pressupõe que os instrumentos técnicos são predeterminados esteticamente e ideologicamente. Ils ne sont pas des outils neutres, objectifs. Que não são somente ferramentas neutras, objetivas. Ils sont toujours des formes de pensée engagées, subjectives. Que são sempre formas de pensamento envolvidas, subjetivas. Les appareils ne sont pas neutres, ils offrent un formatage, non seulement des conditions de fabrication des images, mais aussi des formes elles-mêmes, et donc du même coup des pensées qu'elles engagent e des désirs qui les traversent. Os aparelhos não são neutros, eles oferecem formatagem, não só das condições de fabricação das imagens, mas também das formas mesmas e dos pensamentos que elas envolvem através dos desejos que ela atravessa. Le point de départ de toutes ces pensées sur la libération des outils, c'est donc la critique de leur finalisme, de leur prédétermination. O ponto de início de todos esses pensamentos é a liberação das ferramentas. Então, a crítica do finalismo, da predeterminação. Les techniques ne sont pas seulement des outils, ce sont des systèmes de représentation organisés qui incarnent finalement des idéologies. As técnicas não são somente ferramentas, são também sistemas de representações organizadas, que encarnam finalmente ideologias. Flusser l'a formulé dans le détail dans sa philosophie des médias. O Flusser formulou isso em detalhe na sua filosofia das mídias. Et je voudrais vous faire une autre citation de Flusser pour accompagner. Eu queria fazer uma outra citação do Flusser para acompanhar. Elle est un petit peu longue, excusez-moi, elle est en 3 fragments. É pouquinho grande, está em 3 pedaços, mas... L'appareil photographique est un jouet dont les règles internes déterminent de manière quasi absolutiste le résultat du jeu. Un jouet, pour le dire autrement, dont le but apparent est d'apaiser nos peurs au sujet du monde et de sa semblance, au lieu d'être un outil dont l'usage amplifierait sans limite notre compréhension du monde. O aparelho fotográfico é brinquedo, cujas regras internas determinam de maneira quase absolutista o resultado do jogo. Brinquedo, para dizer de outra forma, cujo objetivo aparente é de dar paz aos nossos medos em relação ao mundo e da sua semblante. No lugar de ser ferramenta cujo o uso daria uma amplitude sem limite à nossa compreensão global do mundo. Autre fragment de Flusser, un peu plus loin, voilà ce qui caractérise le fonctionnement de tout apparatus. Le mot apparatus chez Flusser, c'est plus large que l'appareil. C'est l'appareil au sens de l'appareil de prise de vue, mais c'est tout l'appareil institutionnel qui accompagne la photographie. Donc voilà ce qui caractérise le fonctionnement de tout apparatus. É isso que caracteriza o funcionamento de todo o aparatus. O aparatus é mais do que só a máquina fotográfica, é todo o aparelhamento que acompanha a fotografia. Le fonctionnaire est maître de l'apparatus grâce au contrôle qu'il exerce sur ses faces extérieures, sur l'input et sur l'output. Et l'apparatus est maître du fonctionnaire du fait de l'opacité de son intérieur. En d'autres termes, les fonctionnaires sont maîtres d'un jeu pour lequel ils ne sauraient être compétents. O funcionário é dono, é mestre do aparatus, graças ao qual ele controla
graças ao controle que exerce nas faces exterior, sobre o input e o output. E o aparatus é mestre do funcionamento do fato da opacidade do seu interior. Em outros termos, os funcionários são donos, mestres de um jogo no qual eles não seriam competentes. Je rappelle, je crois que vous le savez tous, que chez Flusser, le fonctionnaire, c'est celui qui utilise l'appareil normalement, ce pourquoi il est fait. N'importe quelle personne qui prend une photographie sans se poser de questions sur le médium est un fonctionnaire de la photographie. Ele quer lembrar aqui que o funcionário é qualquer pessoa que usa um aparelho fotográfico, sem se preocupar com a relação com o médium. Je termine cette citation de Flusser avec un petit complément. Flusser définit la photographie comme, citation, une image que les apparatus produisent et distribuent automatiquement, conformément à des programmes au cours d'un jeu reposant sur le hasard. Flusser define a fotografia como uma imagem que os aparatos produzem e distribuem automaticamente, conformemente ao longo de um jogo que se baseia na sorte. Et cette image est celle d'un état de choses magique dont les symboles informent les destinataires de la photographie. Essa imagem é aquela de um estado mágico, cujos símbolos informam o destinatário da fotografia. Et il ajoute que cette définition qu'il vient de donner, que je vous ai rappelée, est inacceptable pour lui car, citation, elle met entre parenthèses l'homme comme agent libre. Ele lembra que essa definição que ele acabou de lembrar é inaceitável, porque ele coloca entre parênteses o homem como agente livre. C'est-à-dire qu'elle le réduit à un rôle de fonctionnaire au service des programmes de l'apparatus. Isso significa que ela reduz o homem a um papel de funcionário, ao serviço do programa dos aparatos. Pour lui, pour Flusser, ce fonctionnaire, ce photographe compulsif, dénué d'esprit critique, est condamné à l'aveuglement. Para Flusser, esse funcionário, esse fotógrafo compulsivo, sem espírito crítico, é condenado à cegueira. Cette citation, c'est une dernière phrase un peu enflammée de Flusser, cette photomanie de l'éternel retour du même ou du très semblable finit par aller si loin que le photographe compulsif se sent aveugle, c'est l'accoutumance toxicomaniaque qui commence. Essa mania do foto do eterno volta ao mesmo ou muito parecido acaba para ir tão longe que o fotógrafo compulsivo se sente cego. O vício da toxicomania que começa. Excusez-moi de cet exposé introductif un peu long et théorique. C'était pour poser un petit peu les choses par rapport à la thématique de ce colloque. Et maintenant, je voudrais rentrer dans l'univers de Paolo Joly. Donc, eu queria se desculpar primeiramente para essa introdução um pouquinho teórica, mas agora eu queria entrar no universo mesmo do Paolo Joly. Et essayer de vous montrer que le travail de Paolo Joly est justement un travail contre les fonctionnaires du programme. Queria mostrar aqui que o trabalho do Paolo Joly é justamente trabalho contra o funcionário do programa. Quelqu'un qui va inventer, avec la photographie mais aussi le cinéma, alguém que vai inventar com a fotografia, mas também o cinema, une forme de liberté de création qui sera à la fois instrumentale, formelle et éthique. Uma forma de liberdade de expressão que será ao mesmo tempo instrumental, formal e ética. Il y a beaucoup d'artistes dont on pourrait aussi convoquer autour de cette thématique, mais je pense que Joly est peut-être un des cas les plus marqués, les plus forts, les plus consistants en la matière. Poderia se chamar vários artistas para falar dessa temática, mas acredito que o Paolo Joly seja dos mais exemplares. Chez lui, cette liberté n'est pas un vain mot ou un prétexte. Elle est une réelle pratique engagée de sa propre vie.
aqui essa liberdade no trabalho do Paulo Gioli é realmente um envolvimento prático e artístico da vida dele. Alors, si je m'intéresse à Gioli, c'est aussi je profite de cette occasion parce que je viens de terminer un ouvrage collectif sur ce créateur que j'ai dirigé avec un collègue de Paris 3 qui s'appelle Antonio Somaini. Et ce livre s'intitule, il va sortir dans quelques mois aux Presses du Réel à Paris, et le titre est Paolo Gioli, expérimentateur de médium entre pensée sauvage des images e arqueologia des dispositifs. Ele aproveita para falar desse criador porque ele acabou de terminar um livro que vai ainda ser publicado, uma obra coletiva dirigida por Philippe Dubois e Antonio Somaini, cujo o título é Paolo Gioli, experimentador de médium entre pensamento salvage das imagens e arqueologia dos dispositivos. Pour dire quelques mots d'introduction, donc Paolo Gioli est un artiste expérimental italien contemporain. Il est né en 1942. Il a une œuvre importante, internationalement reconnue, à la fois comme plasticien, fait de la peinture et de la sérigraphie, comme photographe et comme cinéaste, les trois ensemble. Paolo Gioli é um artista experimental italiano contemporâneo, nascido em Rovigo em 1942, que tem uma obra importante, internacionalmente reconhecida, tanto como artista plástico, pintor e serigráfico, e também como fotógrafo e como cineasta. Todos os três juntos. Ces activités ne sont pas séparées. Não são atividades separadas para ele. Avec ses créations, qui, vous allez le voir, sont assez protéiformes et toujours étonnantes, il apparaît comme un artiste assez iconoclaste, sauvage et primitif, comme on a souvent dit, autant que subtil et cultivé. Et il travaille sur tous les supports de façon transversale. Je dirais que la liberté, instrumentale, esthétique et éthique, est le maître mot de son univers, de sa démarche et de sa création. Com suas criações proteiformes, com várias formas, e surpreendente, ele aparece como um artista bastante iconoclasta, salvagem e primitivo, tanto como sutil e cultivado, trabalhando em todos os suportes de forma transversal. A liberdade, instrumental, estética e ética parece ser a palavra-chave do seu universo e da sua criação. Gioli, on pourrait dire, toujours sur cette petite présentation, que c'est, premièrement, un inventeur de formes, surprenantes et provocatrices, inédites et parfois énigmatiques. Poderia-se dizer dele que ele é, ao mesmo tempo, um inventor de formas surpreendente e provocadora, inéditas e enigmáticas. Que c'est aussi, deuxièmement, un historien des images, car il intègre directement l'histoire de l'art et l'histoire des images dans ses œuvres, toujours référencées, renvoyant à des choses de l'histoire. Também um historiador das imagens, que integra diretamente a história da arte e das imagens nas suas obras, sempre com as referências, sempre referenciadas. Et enfin, troisièmement, que c'est, alors le terme, je ne sais pas comment vous allez le traduire, un bricoleur de dispositifs. Je prends le mot bricoleur au sens spécifique que lui a donné Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, où il distingue, vous savez, dans la pensée sauvage, l'ingénieur, l'artiste et le bricoleur. Trois formes d'usage des techniques et des outils, mais aussi trois formes de pensée au-delà de cet usage instrumental. Então, aqui, o bricoleur, né, eu não conheço a palavra em português que representa bem um bricoleur, mas é a pessoa que conserta, monta de forma meio sem ser um profissional, certo? Então, vou dizer o bricoleur de dispositivo, certo? No sentido que o Claude Lévi-Strauss deu, o antropólogo, então, o Lévi-Strauss diferencia o engenheiro, o artista, que não cria ex nihilo de nada, mas
ele está na reapropriação, na reinvenção permanente das ferramentas, das formas e dos pensamentos. Je veux dire par là, je précise un peu parce que c'est un point important, que Gioli n'est pas un révolutionnaire. Eu quero dizer, eu quero especificar um pouquinho que o Gioli não é um revolucionário. Dans le sens où il ferait table rase de tout le passé. No sentido que ele eliminaria tudo o passado. Où il dirait, il faut tout refaire, repartir dans un nouveau monde, entièrement construit à partir de rien. Il faut tout jeter pour recommencer du nouveau. Ce n'est pas du tout son discours. No sentido que teria que jogar tudo que foi feito e começar tudo de novo, de zero. Não é, de jeito algum, o discurso dele. C'est la conception romantique du révolutionnaire. É a concepção romântica do revolucionário. Celle qui présuppose qu'on peut créer à partir de rien, comme une forme d'utopie qui n'est jamais possible en fait. Esta que pressupõe que pode se criar a partir de nada, como uma utopia, que seria possível. Lui, il part du principe que la création, elle se fait toujours sur les bases existantes des outils techniques, des formes existantes, voire des pensées existantes. Ele se baseia na ideia que as criações podem... Il ne part pas du principe qu'il faut partir de rien. Bon, il part du principe qu'il faut partir des choses qui existent. Que tem que começar a partir das coisas que existem. Que ce soit les instruments techniques, que ce soit les formes existantes, ou que ce soit les pensées existantes. Que sejam os instrumentos ou os pensamentos, ou as formas técnicas existentes. Mais il faut le faire en les interrogeant de façon critique. Mas tem que fazer isso interrogando elas de forma crítica. En les détournant, en les renouvelant. Desviando elas e renovando elas. C'est ce qu'il appelle la réappropriation des formes et des outils et la réinvention de ceux-ci. É isso que ele chama de reapropriação e reinvenção das formas e dos ferramentas. Vous allez voir ça concrètement sur pièce dans quelques instants. Vocês vão ver isso concretamente em imagem daqui a pouco. Ce n'est pas un ingénieur et ça n'est pas un artiste dans ce sens-là, dans le sens lévi-straussien du terme. C'est un bricoleur. Não é um engenheiro nem um artista no sentido do Lévi-Strauss, é bricoleur, né, que é esse montador, consertador. Et à ce titre, c'est une grande leçon sur la liberté elle-même. E nesse título é uma grande lição sobre a liberdade ela mesma. Alors, concrètement, je pourrais dire que ce sont juste des exemples à travers son œuvre. Gioli a travaillé en renouvelant des techniques déjà existantes. Então, alguns exemplos da obra dele, mas ele renovou algumas técnicas já existentes. Par exemple, il a retravaillé le support et l'émulsion Polaroid. Por exemplo, ele trabalhou novamente, de uma outra forma, a emulsão do Polaroid. Il a réinventé ce qu'on appelle l'image luminescente. Vous allez voir. Ele reinventou a imagem que se chama luminescente. Il a réinventé, il s'est réapproprié, il a réinventé la photographie par contact. Ele se reapropriou, renovou a fotografia por contato. Sans appareil. Sem aparelho. Il a réinvesti la vieille pratique du sténopé, de la pinhole photographie. Ele revestiu a velha prática do stenopé, chamada pinhole. Ou encore, il a transformé la technique dite de la photo finish. Ou ainda ele transformou a técnica chamada photo finish. De chacune de ces techniques, il a tiré le sens formel révolutionnaire pour inventer des images tout à fait nouvelles où les pensées et les désirs s'affichent frontalement. De cada uma dessas técnicas, ele tirou o sentido formal revolucionário para inventar imagens completamente novas, aonde os pensamentos e os desejos se apresentam frontalmente. Je vais maintenant passer en revue assez rapidement au début
quelques-unes de ces pratiques libres qui réinvestissent des instruments anciens et qui proposent des formes nouvelles. Et ensuite, je vais me centrer en particulier sur deux dispositifs photographiques de Joly, photographiques e cinematográficos, le stenopé e a fotofinish. Então, ele vai rapidamente apresentar algumas dessas práticas livres que revestiram instrumentos antigos para propor formas novas. Mas depois vai se concentrar em específico sobre dois dos principais dispositivos fotográficos e cinematográfico que ele reinventou: o pinhole, o stenopé e a fotofinish. De ces deux pratiques, il a une conception et il fait un usage tout à fait élargi, vous allez le voir, tout à fait libéré par rapport à la tradition. Dessas técnicas, ele faz uso muito mais largo, muito mais liberado. Puisqu'il va aller jusqu'à proposer, ce qu'on n'avait jamais vu comme avant, des films stenopé et des films finish. Ele vai até propor coisas que nunca tinha sido visto antes, filmes pinhole, stenopéique e filme finish. Vous allez voir ce que ça donne un film stenopé. Vocês vão ver o que aparece filme stenopé. Ou un film finish. Ou filme finish. Qui est presque la négation de la photo finish. Que é quase a negação da foto finish. Donc la première chose qu'on peut dire, maintenant vous allez voir beaucoup d'images, parce que vous n'en avez presque pas eu jusqu'ici, cet artiste expérimental, c'est fondamentalement un artiste polymorphe. Agora vocês vão ver várias imagens, que até agora vocês não viram quase nenhuma, mas a primeira coisa que ele se diz sobre ele é que é um artista polimorfo. C'est lui-même qui revendique ce mot de polymorphe, parce que dans certains textes critiques, on l'a parfois dit « Ah, c'est un artiste multimédia ». Ele mesmo que reivindica essa apelação de polimorfo, porque em alguns textos críticos ele foi às vezes chamado de artista multimídia. Parce qu'il fait de la photographie, du cinéma, de la graphique, alors qu'il dit « Je suis le contraire d'un artiste multimédia ». Porque ele usa várias técnicas, né, cinema, fotografia, mas ele diz que ele é tudo o contrário de artista multimídia. Il préfère se dire polymorphe parce que c'est comme ça que Freud qualifiait les pervers. Ele prefere se dizer polimorfo porque é assim que Freud chamava os pervertidos. Et qu'il est très pervers. Ele é muito pervertido. Premier champ, donc, son travail avec le Polaroid. Primeiro campo, então, o seu trabalho com o Polaroid. Tout le monde connaît la photographie Polaroid, je ne vais pas expliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa fascination pour le Polaroid, qui lui vient des années 70, est centrée sur le fait que c'est une photographie qui contient ses propres produits de développement. Então, ele não vai desenvolver aqui o Polaroid que todo mundo deve conhecer, mas o que interessa o Paulo Joly, que vem dos anos 70, é que o Polaroid contém os seus próprios produtos de desenvolvimento, né, de impressão. La petite poche en bas des images Polaroid contient les liquides de développement de la photo. Et quand le Polaroid passe dans l'appareil, cette poche est écrasée, les liquides se répandent à la surface de l'image et la photo se développe instantanément. A pequena bolsa, a caixa que tem embaixo do aparelho do Polaroid, contém ela mesmo os produtos de impressão da foto, né? Revelação, obrigado. De revelação, né? Quando o papel passa, se revela, passa para os seus produtos. Il a acheté énormément de pellicules, enfin c'est pas de la pellicule, de papier Polaroid, et il a racheté, quand Polaroid a fermé ses usines, comme vous savez c'est terminé, on ne produit plus de photographies Polaroid, il a racheté tout le stock de la société. Então, ele comprou muitos papéis desses Polaroid e quando a empresa, a fábrica fechou, que você sabe que fechou, ele comprou todo o estoque do papel Polaroid. Donc il s'est retrouvé avec des milliers
de supports Polaroid qu'il pouvait utiliser. Aujourd'hui encore, il y en a toujours des tonnes dans ses armoires et il les utilise. Então ele ficou com milhares de papel Polaroid que ele podia utilizar e ainda nas armários dele tem muitos que ele continua usando. Si vous voulez refaire de la photo Polaroid, il faut écrire à Johnny et lui acheter, c'est cher, les papiers, il a encore. Se você quer fazer Polaroid, você tem que escrever para Johnny e ele vai lhe cobrar muito caro, talvez ele venda pouquinho desse papel. Ce qu'il va faire avec ce type de photographie, c'est utiliser les liquides de révélation, de développement qui sont dans la pochette et les mettre sur d'autres supports. O que ele vai fazer? Ele vai usar esses produtos de revelação e vai usar em outros suportes, em outras bases. Il va donc faire des Polaroids, par exemple, sur bois. Por exemplo, ele vai fazer Polaroid na madeira. À partir d'un morceau de bois, il incise la poche et il fait s'écouler les produits sur le bois et il s'en sert pour faire des photographies à développement instantané sur bois. A partir de pedaço de madeira, ele abre essa caixinha embaixo do aparelho, ele aplica os produtos de revelação na madeira e ele faz uma foto instantânea na madeira. Il va le faire sur papier, il va le faire sur tissu, sur de la soie, etc. etc. Toute surface devient potentiellement une surface photographique sur laquelle on peut déverser le produit de développement du Polaroid. Ele fazia isso em várias surfaces. Ele fez em tecido, em papel, certo? Qualquer surface, qualquer área se transforma em potencial área de revelação. Il le fera même sur sa propre peau. Ele faria até na própria pele. Sauf qu'après, la peau elle s'enlève parce que les produits chimiques attaquent la peau. Só que depois a pele sai, porque os produtos químicos atacam a pele. Donc il fera comme ça toutes sortes de travaux, nombreux, variés. Ele vai fazer assim vários tipos de trabalho, numerosos, variados. Je n'ai pas le temps de vous présenter dans les détails. Je vous en montre quelques exemples simplement pour dégager quelques motifs récurrents d'intérêt de ces photos Polaroid. Então, ele não vai apresentar todos, ele vai só mostrar alguns exemplos para mostrar alguns exemplos interessantes desses Polaroid. Le visage, par exemple, c'est un des thèmes de prédilection de Johnny. Il a photographié des centaines de visages partout, de toutes sortes de façons. Por exemplo, a temática do rosto, ele fotografiou dezenas de rostos. Il les utilise avec des rouleaux à pâtisserie. Ele usa com para fazer torta, não sei a palavra, rolo de torta, né? Il forme le Polaroid et puis avec un rouleau à pâtisserie, il étale le produit sur toutes sortes de supports et puis il fait des photos de visage. Ele abre aquela caixinha e com esse rolo de massa ele espalha os produtos e faz fotos de vários rostos. Ou plus globalement encore, au-delà du seul visage, c'est le corps tout entier qui l'intéresse comme motif principal. Et singulièrement le corps féminin. Et singulièrement encore le sexe féminin. Além do rosto, ele se interessa muito também pelo corpo inteiro e principalmente o corpo feminino e ainda mais o sexo feminino. La série Naturée, comme vous avez là, une magnifique série sur des sexes féminins dans lequel il a introduit des petits boutons de fleurs de toutes sortes de couleurs dans ses images. A série aqui, ele inseriu botão assim, de flores no sexo das mulheres em vários tipos de imagens. Dans le même temps, parmi ces motifs, au-delà du corps, au-delà du sexe féminin, ce qui l'intéresse aussi, c'est l'histoire, je vous ai déjà dit. C'est un historien des images. Além do rosto, do corpo, o que ele interessa também é a história. É um historiador, como ele já falou. Et donc, Historiador das imagens. Et donc, beaucoup de ces productions sont aussi des références directes à l'histoire de la photographie.
muitas produções dele são referência imediata à história da fotografia. À Hippolyte Bayard, à Nicéphore Niepce, à Higgins et Marais, les premiers chronophotographes qui ont photographié le mouvement, etc. etc. Homenagem a Hippolyte Bayard, vocês devem conhecer esses personagens. Nicéphore Niepce, o inventor da fotografia. Thomas Higgins et Étienne Jules Marais. Thomas Higgins et Étienne Jules Marais. Il utilise ces images déjà là pour faire des reproductions Polaroid avec sa technique d'expansion du support de multiples manières. Ele usa essas imagens que já existem através da sua técnica do Polaroid. Vous reconnaissez dans ces images des photographies très connues de toute l'histoire de la photographie. Você pode reconhecer aqui nessas imagens foto muito conhecida em toda a história da fotografia. Mais ici, comme un peintre, d'une certaine manière, avec cette technique d'étalement du Polaroid, il arrive à faire des images presque graphiques, presque picturales, alors que ce sont des photographies Polaroid. Mas aqui, a partir da sua técnica de espalhar os produtos do Polaroid, ele consegue fazer quase como um pintor, imagem quase pictural no lugar de fotografia. Juste petit détail, je vais passer à autre chose après. Dans cette idée d'emprunter des images déjà existantes, je mentionne simplement une série intéressante qui est la série Sconosciuti, les inconnus. Essa ideia de pegar emprestados imagens já existentes, ele apresenta aqui uma série que é chamada Sconosciuti, os desconhecidos. Il a trouvé des archives de photographies de petits villages des années 1940, des portraits de personnes qu'il ne connaissait pas. C'est des archives de photographes de rues de cette époque. Ele encontrou em arquivos de pequenos vilarejos fotos de retratos de fotógrafos desconhecidos dos anos 40. C'est des photographies sur plaque de verre. São fotografias sobre placa de vidro. Et donc, il a reproduit les images, les parties qui sont à droite chaque fois, de ces portraits, tels qu'ils étaient apparemment faits, et ce à quoi ils étaient destinés, de bonnes images. Então, ele reproduzia à direita, assim, à esquerda você tem a imagem original, à direita é o trabalho que ele fez a partir da imagem original. Là, et à gauche, là. La bonne image, c'est l'image d'origine. A boa imagem é a imagem de origem. Mais en retournant la plaque de verre, il s'est rendu compte que le photographe d'origine a utilisé toutes sortes de produits de retouche de la plaque de verre, des pinceaux, et de façon à nettoyer cette image, à la travailler. Et ce sont ces taches, ces traits de pinceau sur les images qui sont dans la partie opposée de chaque moitié de photo. Quando ele virou essas placas de vidro, ele se deu conta que o fotógrafo da época retrabalhou cada imagem a partir de pincel, de rabisco, de traços. E essa parte que você vê na parte oposta, ele usou justamente esses rabiscos, essas manchas para fazer essas imagens. Deuxième catégorie que je vais faire, ce n'était pas du Polaroid, hein, je précise, les Sconosciuti, ce n'est pas en photographie Polaroid. Isso não era Polaroid, certo? C'est en fait, je vous montre ça parce que le caractère graphique de la photographie, dans ses composants manuels, le pinceau, etc., est visible dans les images d'origine elles-mêmes, dans les images des années 40. Ele mostrou as imagens anteriores porque você podia ver o lado físico mesmo, o pincel de traço nas fotos. Alors, je passe à la à la catégorie de ce que j'appelle les images contact de Johnny. Ele passa a categoria que ele chama as imagens contato do John. C'est-à-dire des images qui essayent plus ou moins de ne pas passer par l'appareil de photographie. São imagens que são produzidas tentando não passar pelo mídia do aparelho fotográfico.
Je vous présente deux photogrammes du premier film de Paolo Gioli, Apresento aqui dois fotogramas do primeiro filme do Paulo, qui s'appelle Tracce di Tracce, traces de traces. que se chama Traços de Traços. Il dit que c'est du cinéma fait à la main, Ele chama isso de cinema feito à mão, sans caméra, sem câmera, par contact por contato, direct d'éléments, par exemple, du corps avec la pellicule. por contato direto, por exemplo, do corpo com a película. Il utilise son corps comme un pinceau, ses doigts, ses coudes, toutes sortes de parties du corps, pour directement, sur de la pellicule 35 mm, mettre en contact la peau et la pellicule. Ele usa o seu próprio corpo como pincel, seus cotovelo, mão, dedo, que ele aplica imediatamente na película, para criar formas. Il y a chez lui un rapport direct entre pellicule et peau. D'ailleurs, les deux mots, vous le savez, ont la même étymologie. Le mot pellicule vient du mot peau, littéralement. Tem nele contato muito importante direto entre a pele e a película, que provavelmente você sabe, tem a mesma etimologia, pele e película. Et donc ce film fait sans caméra, on en verra d'autres après, ce film fait sans caméra, obtenu directement par contact avec la pellicule des éléments corporels, devient un film tactile. Então, esse filme feito sem câmera, feito imediatamente de contato com a pele e a película, se torna filme táctil. On utilise un terme pour désigner ce type d'images qui ont une dimension tactile visible, c'est ce qu'on appelle les images haptiques, avec H. Então, o termo usado para chamar essas imagens que tem uma ressonância física imediata é haptic, com H. L'haptique s'oppose à l'optique. A haptica se opõe à ótica. L'optique, c'est ce qui est visible dans la distance du regard. A ótica que é visível na distância do olhar. L'haptique, c'est le rendu tactile de l'image optique. Quand elle renvoie à l'idée que cette chose que nous voyons, c'est comme si nous la touchions, même si nous ne la touchons pas. Ça, c'est de l'haptique. L'haptic é a imagem que dá o sentido de como se você for tocar essa imagem. Isso é o háptico. Je reviendrai sur ça dans quelques instants en parlant du sténopé. Eu vou voltar daqui a pouco quando for falar do pinhole. Mais c'est évident que cette dimension de contact avec la pellicule est une chose importante dans son travail. Mas é importante saber que essa ideia de contato com a película, da pele com a película, é uma coisa muito importante do trabalho dele. Autre exemple de ces images contact, un autre film qui s'appelle ici, un film de 2008 qui s'appelle Children, Enfants. Outro exemplo desses imagens de contato, filme chamado de 2008 chamado Crianças, Children. Il s'agit d'un film fait à partir de photographies imprimées dans des revues, des journaux, des livres. É filme feito a partir de fotografia impressa em revistas, jornais, livros. Il est parti d'une série d'images photographiques qu'il a animées pour les intégrer à son film et qui sont des images de visages d'enfants. Ele pegou como ponto de início, ponto de partida, fotos que ele animou, que ele deu uma animação, que são rostos de crianças. D'un côté, il y a des images de la famille Kennedy et surtout de la petite fille des Kennedy. De um lado tem a família Kennedy, sobretudo a neta Kennedy. Et de l'autre, une série d'images de photographies de cadavres d'enfants pendant la guerre, des photographies de photojournalisme. E do outro lado, corpos de crianças durante a guerra. Et il a superposé strictement, par contact, les deux films qu'il a fait à partir des photos de ces deux visages. Le visage de la fille du président Kennedy et le visage des enfants anonymes de paysans morts pendant la guerre. Il a superposé
l'une sur l'autre, par contact, les deux séries de visages pour faire ce film. Ele sobrepõe as duas imagens. Então, de um lado as fotos da Annette Kennedy e do outro lado os corpos das crianças desconhecidas, e para criar esse filme. Créant ainsi une sorte de palimpseste des visages, où on voit un visage à travers un autre visage parce qu'il y a contact entre les deux pellicules superposées. Criando assim palimpseste, eu não sei se existe a tradução, mas é a ideia justamente de ver um rosto através do outro, uma imagem através da outra. Autre exemple, des films plus récents, qui datent de 2012, qui continue à faire des films régulièrement. Il est assez âgé, mais il continue à faire des films. C'est deux films qui s'appellent Quand les visages se touchent et Quand les corps se touchent. Então, outro exemplo aqui de 2012 o Jolie continua a fazer filme, está praticamente idoso hoje, mas continua a produzir. E esse filme se chama Quando os rostos se tocam ou quando os corpos se tocam. Cette idée du toucher est une chose très importante, toujours cette même idée du contact. Essa ideia do tocar é muito importante, sempre essa ideia do contato. Comme vous le voyez, c'est de la pellicule 16 mm avec des images qui sont imprimées directement sur cette pellicule, mais qui sont des images qui existaient indépendamment du film, qui étaient antérieures. Então, como vocês podem ver, películas de 16mm foram impressas fotos que já existiam anteriormente. Je vous montre le dispositif de la prise de vue, si on peut appeler ça prise de vue, sans appareil de photo, de ces images contact. Então aqui você tem um dispositivo, como que ele criou sem câmera esse filme, essa imagem contato. Il enroule de la pellicule vierge. Ele enrola películas virgens pour former une sorte de surface de pellicule. Para criar uma área, uma surface de película. Et il dépose ensuite sur cette pellicule vierge des images photographiques translucides. C'est l'image du milieu, surposée, parfois alignée, parfois décadrée. Ele põe imagem, a imagem que vocês podem ver aqui no meio, ele põe imagem às vezes centrada, às vezes desfocada. Il expose ensuite cette image de contact, il l'expose à la lumière, et la pellicule vierge s'expose à la lumière et reçoit la lumière à travers les photos qui ont été posées sur elle, et ensuite il suffit de développer et d'avoir le film qui en résulte. Ele expõe a luz e a película virgem embaixo das outras imagens absorve essas imagens e depois só falta fazer a revelação. Obrigado. Só para ver se vocês estão atentos. Enfin, dernier exemple d'image par contact, très violente. Último exemplo de imagem par contato, muito violento. Une image de vulve féminine obtenue directement par contact, sans appareil de photo. Uma imagem de vulva feminina realizada imediatamente, com contatos sem máquina, sem aparelho. Donc, mise du papier photographique directement sur le corps féminin, où les liquides du corps féminin entrent en réaction chimique avec, les liquides de la pellicule entrent en réaction chimique avec ceux du corps féminin pour des images négatives comme celle que vous avez là. Então, aqui é a colocação imediata do papel fotográfico em cima da vulva feminina e os produtos do papel entram diretamente em contato com o corpo humano. Toutes les expériences de photographie par contact. Todas as experiências de fotografia por contato. La photographie luminescente. A fotografia luminescente. C'est une idée assez originale et intéressante de Jolie qui consiste à utiliser une chose que vous connaissez tous, parce que vous conduisez des voitures, et quand vous roulez sur une autoroute, la nuit, les panneaux lumineux avec les indications routières, Fortaleza à 450 km,
c'est une image luminescente, c'est une peinture spéciale dans laquelle on a mis des matières, je ne sais pas exactement lesquelles, qui rendent luminescent le panneau. Então, é procedimento que todo mundo conhece, todo mundo que dirige. A ideia vem esses painéis que indicam direções na DR, na autoestrada, que aqui são verdes, se não me engano, eles têm uma tinta que é luminescente, né, que ela reflete as luzes dos carros para a gente saber onde ele vai. Il a mélangé cette peinture luminescente des panneaux routiers avec les substances polaroïdes ou autres de la photographie. Il a fait un mixte. Então ele misturou essas tintas desses painéis de estrada com os produtos Polaroid. Des autres procédés photographiques. Ou de outros procedimentos fotográficos. Obtenant ainsi des images luminescentes. Ele obteve, assim, imagens luminescentes. Ces images demandent des temps de pause très longs. Essas imagens precisam de um tempo pausado muito longo. Plusieurs heures. Várias horas. Donc il ne peut pas photographier des visages, des corps, d'êtres vivants. Il a photographié presque toujours des statues ou des choses qui sont inertes, qui ne bougent pas pendant 12 heures, parce qu'il y a 12 heures de temps de pause parfois. Como precisa de 12 horas de tempo de pausa, ele não pôde fazer rostos das pessoas vivas, porque precisa de 12 horas. Então ele fez muitas coisas inertes ou estátuas. Par exemple, il a photographié toute la série des sculptures romaines qui sont dans les musées du Vatican. Por exemplo, ele fotografiou todas as séries de estátuas romanas que estão nos museus do Vaticano. Des polaroïdes luminescents, avec cette teinte verdâtre qui est la même que celle des panneaux routiers. Então aqui são Polaroid luminescentes, com essa mesma cor verde dos painéis de estrada. Enfin, je viens aux deux cas qui m'intéressent le plus dans ce petit survol des pratiques expérimentales de Paolo Gioli. Et d'abord, je voudrais vous parler donc du sténopé ou de la pinhole photographie. Agora eu vou chegar nos dois pontos que mais me interessam nessa criação toda do Gioli. E eu vou começar primeiramente pela reapropriação do sténopé ou pinhole. Comme vous savez, le pinhole photographie, c'est une photographie primitive. Como você sabe, o pinhole, a fotografia pinhole é uma fotografia primitiva. Obtenue à partir d'un boîtier, d'une boîte noire, munie d'un simple petit trou. Le pinhole, le trou d'épingle qui permet à la lumière extérieure de rentrer à l'intérieur, mais il n'y a pas d'objectif. Il y a seulement un trou dans une boîte, on va dire, au départ. Fotografia que eu obtive a partir só de uma caixa, buraco, um pequeno buraco, chamado buraco da agulha, que permite à luz entrar, mas isso sem objetivo. Il n'y a pas d'objectif, pas d'obturateur, pas de diaphragme, pas de mise au point, pas de système d'avancement du film, pas de perforation, pas de déclencheur, rien de la mécanique photographique ne figure dans ce boîtier. C'est une boîte, n'importe laquelle. Vous prenez une boîte d'allumettes, vous la scotchez, vous faites un trou au bout, vous avez une boîte sténopé. Então, não tem obturador, não tem diafragma, sistema de avançamento do filme, só é uma caixa preta. Você, se pegar uma caixa de fósforo, você pode ter uma caixa de sténopé. Donc, cette image a beaucoup intéressé Gioli, comme elle a intéressé beaucoup de photographes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le sténopé. Essa imagem interessou muito o Gioli, como muitos outros fotógrafos que se interessaram pelo sténopé. Mais il va en faire un usage très particulier, vous allez voir. Mas ele vai fazer uso desse sténopé muito específico. Je mettrai l'accent sur deux aspects du sténopé chez Gioli. Vou colocar o foco em dois aspectos do sténopé na obra de Gioli. Le premier aspect, c'est l'affirmation que les images sténopées
sont autant des actes que des images. A primeira é a afirmação que a fotografia stenopé é tanto um ato que uma imagem. C'est-à-dire que le geste de faire un sténopé, le geste créatif du sténopé, a une dimension performative extrêmement importante. Isso significa que o movimento de fazer essa foto stenopé tem uma importância performática. Et l'autre chose, l'autre dimension que je vais développer un peu, c'est que justement, c'est à l'arrivée, quand on la regarde, une image haptique plus que optique, où le regard fonctionne avec cette sensation de toucher beaucoup plus fortement que dans une image photographique normale. E também, no ponto final, quando você olha e enxerga essa imagem, ela funciona muito mais como uma imagem áptica do que óptica. Você tem muito mais um sentido táctil, um sentido de tocar essa imagem. On a pu parler dans les sténopées qu'il y avait, selon une expression chère à Merleau-Ponty, une palpation du regard. Cette impression que le regard palpe, touche ce qu'il voit. Segundo uma expressão do Merleau-Ponty, com o stenopé tem realmente quase um tocar da imagem, quase o olhar quase toca a imagem. Palpar. Apalpar. Je vous illustre ça par quelques images. Vou ilustrar isso para algumas imagens. D'abord sur la question de l'acte sténopéique, de la performativité de la prise de vue du sténopé. Voici un des sténopés de Joly. Aqui dos stenopés do Joly. Et voici l'acte. E aqui é o ato. C'est-à-dire le point, Põe, c'est un espace creux. Quand il est fermé, il y a du vide à l'intérieur. On peut glisser à l'intérieur une petite image, un photogramme d'une pellicule 16 mm. quando o punho está fechado, tem um vazio dentro. Você pode colocar ponto de uma película de 16 mm. Un photogramme Fotograma d'une pellicule 16 mm. de uma película de 16 mm. C'est tout petit, ça mesure 16 mm. É muito pequeno, 16 mm. Au laboratoire, il le met dans sa main et il ferme le point. No seu laboratório, ele coloca na mão e fecha o punho. Oui, il sort. Depois ele sai. Son appareil de photo, c'est le point fermé. L'appareil sténopé, c'est le point fermé. Seu aparelho de stenopé, sua máquina de stenopé é o seu punho fechado. Et il peut le mettre là où il veut. Ele pode colocar em qualquer lugar que ele quer. Par exemple, il peut le mettre devant son visage. Por exemplo, ele pode colocar em frente do seu rosto. Il suffit qu'avec le pouce, il laisse un infime petit espace pour que la lumière puisse pénétrer et il peut se prendre en photo. Basta ele abrir um pouquinho o punho, assim, movimentar um pouquinho o polegar para deixar a luz passar e ele pode pegar seu rosto em foto. Là, c'est le visage de Joly. Aqui é o rosto de Joly. C'est quand même mieux qu'un selfie. É mais interessante que um selfie. Mais surtout, je retiens la présence du point. Mas, sobretudo, eu me lembro da presença do punho, Avec toutes les valeurs attribuées au point levé, com todos os valores do punho levantado, au geste de protestation. movimento de protesto. À ce côté, on y va, on fait les choses, à l'affirmation de la puissance du geste dans la création. A esse lado da afirmação do poder do movimento na criação, Qui aboutit à une image qui n'est pas très optique, que chega a uma imagem que não é muito ótica, qui est une image où cette sensation haptique est beaucoup plus forte que dans une photographie, entre guillemets, normale. Que chega a um resultado onde o sentimento de áptica é muito mais forte do que numa foto normal.
C'est une image qui affirme la force du corps comme appareil de prise de vue pour arriver à des images tactiles. É uma foto que afirma o corpo como ferramenta de foto, né? De própria câmera fotográfica. J'ai un petit texte de Gioli à ce sujet, que je voudrais vous lire. Aqui tem um pequeno texto do Gioli sobre esse assunto. Donc, le point, en jouant en français, je ne sais pas si c'est jouable, le point et le point. Le point avec G et le point avec T. Aqui tem um jogo de palavras entre o ponto e o punho, né? Que em francês é a mesma sonoridade, le point et le point. Le trou et la vue. Vous allez voir que ça fait jouer ces trois catégories. O buraco e a vista. Vocês vão ver que vai fazer em contato essas três categorias. Et donc, le pinhole, c'est le trou. Hein. Le pinhole é o buraco. Né? Dans l'histoire de l'écriture et de l'art graphique, il y a une trace qui continue de me fasciner, le point. Na história da escrita e da arte gráfica, tem um traço que continua de me fascinar, o ponto. C'est toujours extraordinaire, dit Joly, de voir qu'un point fait avec un crayon devient immédiatement un point transparent. É sempre extraordinário de ver que um ponto feito com um lápis se torna imediatamente um ponto transparente. Le trou fait avec une aiguille, pinhole, est probablement le geste d'incision le plus provocateur de l'histoire de l'art. O buraco feito com uma agulha, pinhole, é provavelmente o movimento de perfuração o mais provocador da história da arte. La majeure partie de mon travail passe à travers le trou d'une aiguille, fondamentalement, avec une grande variété de chambres noires et pas seulement avec un appareil photo 35 mm. A maior parte do meu trabalho passa através de do buraco de uma agulha, fundamentalmente com uma grande variedade de câmera preta e não somente de um aparelho uma máquina fotográfica de 35 mm. J'ai instauré le trou sténopéique comme point de vue, aussi bien plastiquement qu'idéologiquement. Eu instaurei o buraco, o pinhole, como um ponto de vista, tão plasticamente que ideologicamente. Et il continue. Ele continua. Estava olhando para não ver, não passou na minha vista. C'est l'autre diapo. O próximo. Donc, je continue la citation. L'image photosténopéique m'est venue parce que je n'avais pas d'appareil photo. A imagem do pinhole me veio porque não tinha máquina fotográfica. Me fascine la pureté du geste de reprise pauvre et la restitution tout aussi pure de l'image par ce geste. Me fascina a pureza do movimento e de tomada pobre e a restituição tão pura da imagem para o seu movimento. Je n'entends pas proposer là une brève action scolastique, mais trouver une manière de comprendre l'espace à travers l'idée même d'un point dans l'espace, lequel, comme on sait, laisse entrer les rayons effroyables du soleil dans les cavernes, qui se reflètent sur les parois et troublent les premiers penseurs arabes et mes premières cartes sensibles. Bem, eu não pretendo propor aqui uma breve ação escolástica, mas encontrar uma maneira de compreender o espaço através da ideia mesma de um ponto no espaço, cujo, como se sabe, deixa entrar os raios apavorantes
do Sol nas cavernas para que ele se reflete nas paredes e embasa o pensamento dos primeiros pensadores árabes em meio às primeiras cartas sensíveis. Je continue avec d'autres images faites ici avec le point sténopé. Eu continuo aqui com outras imagens feitas com punho estenopê. Ce n'est pas n'importe quel motif. Não é qualquer representação. C'est par exemple la fenêtre. Por exemplo, a janela. Une fenêtre, en photographie, c'est une métaphore presque de la prise de vue. Uma janela é quase uma metáfora da tomada de foto. Et un sténopé, c'est une fenêtre. C'est un trou dans une pièce noire. E um estenopê, o pinhole, é uma janela, buraco, uma câmera preta. Et toujours dans cette fascination perverse pour le corps, un derrière. E ainda nessa fascinação pervertida pelo corpo, bumbum, uma bunda. Une paire de fesses avec un trou, c'est aussi un pinhole. Duas nádegas com buraco e também pinhole. Il est allé très loin. Il a fait, je ne vous les montre pas, des sténopés à partir de pellicules photo placées dans différents endroits du corps humain que la décence m'interdit de nommer ici. Ele foi muito longe, entendeu? Ele disse que ele não vai apresentar aqui, mas ele fez estenopê colocando películas em lugares que ele não quer falar aqui por decência. Il n'y a pas que le point qui fait un trou, Não qui tem, fait une cache noire. não tem só o punho que permite fazer uma câmera preta. La bouche aussi. A boca, por exemplo, Il descend. mais decente. Une pellicule sur les dents, la bouche fermée. Uma película nos dentes, a boca fechada. Prise de vue. Tomada de foto. Photo, on enlève et on développe, ça donne une image. Revela, dá uma imagem. Cela dit, autre exemple, toujours avec le sténopé, le bouton pression. C'est des petits boutons de chemise où il y a deux parties du bouton qu'on met ensemble. Ils font pression. C'est tout petit, c'est minuscule. Dans la main, on le voit là. Outro exemplo de estenopê, o botão pressão, aquele que faz um clique, e quando se pressa um com o outro. Tout petit, c'est quelques millimètres. É muito pequeno, é alguns milímetros, você vê aí na foto, uma mão aberta. Dans ce petit bouton, il a introduit un tout petit morceau de pellicule. Dentro desse botão ele colocou um mini pedaço de película. Et avec ce petit bouton pression muni d'une pellicule, il peut photographier des visages, des fenêtres et autres motifs. E através desse botão pressão, ele consegue fotografiar rostos e janelas. Le coquillage. Buzo, Conchilio. concha. Il a fait tout un livre de photographies obtenues à l'aide de coquillages appareils sténopés. Ele fez todo um livro a partir de concha como aparelho estenopê. Le livre s'intitule La Conchiglia dissoluta. O livro se chama A Conchilha Dissoluta. A Concha Dissoluta. Et il suffit de faire un petit trou au bout du coquillage, au bout de la spirale du coquillage, ça devient un appareil de prise de vue aussi. Basta fazer buraquinho na ponta da espiral da concha para se tornar também uma máquina fotográfica. Et il peut ainsi photographier le sein d'une femme, le téton d'une femme, ou d'autres choses, s'il le souhaite. Ele pode assim fazer foto de uma mamília de uma mulher ou de outras coisas se ele quiser. Et puis surtout, il a fait des films sténopés. E, sobretudo, ele fez filmes estenopê. Et là, c'est des films de cinéma. Et là, c'est beaucoup plus complexe, c'est une réinvention complète. Aqui é muito mais complexo, uma reinvenção completa. Donc, je vais vous montrer quelques images du film, Vou mostrar para vocês algumas imagens do filme puis je vais vous montrer l'appareil avec lequel il a réalisé ces images. e depois eu vou mostrar para vocês o aparelho com o qual ele realizou essas imagens.
Le film s'intitule Film Stenopeico. O filme se chama Film Stenopeico. Il a réalisé une première fois un film en 1973. Ele realizou primeiramente filme em 1973. Puis il a tourné d'autres images en 1981 qu'il a ajoutées au film d'origine. Depois ele gravou outras imagens em 1981 que ele acrescentou no primeiro filme de 73 Et il a encore ajouté d'autres images en 89. e acrescentou ainda mais imagens em 89. Donc c'est un film qui s'allonge, si vous voulez, qui est composé de séquences faites à différentes époques. É filme que é cumulativo, né? Que é feito de sequências feitas a várias épocas. Vous avez là quelques photogrammes du film, Você tem aqui alguns fotogramas do filme. mais c'est mieux de voir le film d'abord, quelques extraits simplement. Donc si on peut passer au film. Mas é melhor ver o filme primeiro. Vocês vão ver agora. Donc, je vais vous montrer trois extraits du film. Vou mostrar para vocês 3 pedaços do filme. Donc, court, premier extrait, Primeiro extrato, qui va être centré sur le motif de la fenêtre. que vai ser centrado no motivo da janela. No assunto da janela. Alors, on peut passer au deuxième extrait, Pode passar para o segunda parte, o segundo vídeo, qui est à 3 minutes 45. que tem 3 minutos e 45. Non, le deuxième extrait dans le même film. C'est le pédace.
quiser colocar as questões. Como é que, Camila, tem outro microfone? Gente, o microfone de passar no público, ele só funciona quando ele quer. Então, é melhor a gente falar. Esses microfones aqui do Dragão, eles nunca gostam de mim. Toda vida que eu organizo um evento aqui, eles não funcionam, é horrível. Então, eu vou falar, certo? Que dá pra todo mundo se ouvir, eu acho. Rapidinho, porque não tem tempo. Eu queria saber se esse vídeo foi feito dentro da concha. Eu não entendi isso. Como essa imagem foi gerada? Como ele gerou a imagem? Como é que gerou a imagem? Pour répondre à votre question, je dois montrer le film qui suit, la caméra. Para responder essa pergunta, justamente era o próximo vídeo que vai mostrar a câmera que foi gerada. Foi criada uma câmera específica para fazer então essa imagem. Si, il a inventé une caméra, mais qui est un tube de 2 mètres de haut, dans lequel il met une pellicule 16 mm, 2 mètres, et il y a 200 trous dans ce tube, avec lequel il fait 200 photogrammes d'un coup. Construiu um tubo no qual ele coloca a película, ele fez 200 buracos e ele pega 200 fotos uma vez só. Si elle avance sur le PowerPoint, on va le voir. Se avançar no PowerPoint, dá para ver a imagem. On peut avoir le PowerPoint? Por favor, mostra só o PowerPoint, a imagem da câmera, se puder. Gabi, bota no PowerPoint a imagem da câmera. A imagem da câmera no PowerPoint. Ok. Next. Próximo. Camila. Ela não sabe qual é o slide. O próximo. É o próximo. Voilà la caméra. Aqui na cara. Là, Esse tubo aqui. un tube, une pellicule 16 mm, 2 mètres, 200 trous, et en une fois, il prend 200 clichés, il enlève la pellicule, il remet une autre, et ainsi de suite. Et ça fait chaque fois 2 mètres de pellicule à la fois. Esse tubo tem 2 metros de altura. Então 200 buracos, né, como ele falou, pega 200 fotos de uma vez só, coloca a película de novo e de novo. Então ele toda a vida tem um material de 2 metros. Tem outra pergunta? Ok. Merci. Ah, pardon. Uma observação sobre a questão daquela fotografia que ele fez na curva, né? Se tem alguma indicação, né? Devem ter afetado, né, o corpo. Sobre isso. Ce n'est pas conseillé. Não é aconselhável. Não é Mas aconselhável. a pessoa ela teve algum... Il y a des irritations. Criar falsas irritações. Mas ela teve algum problema, porque a curva é um lugar muito vulnerável, frágil, né? E sensível. Queria saber se teve algum problema. S'il y a eu un problème enregistré. Il n'y a pas eu de problème autre que des petits problèmes d'irritation de la peau. Não teve, La muqueuse. não teve problema formalmente registrado, fora coceira e irritação da mucosa da pele. Que é um problema. Pas des problèmes photographiques.